Alors, la discipline dans la fonction publique a pour fonction de sanctionner les fautes, mais pas seulement, et ce serait réducteur de la limiter à cela. Elle a surtout pour objet de les prévenir. Et si on la comprend dans ce sens, elle est un outil utile pour la gestion des ressources humaines, mais aussi à une condition, c'est qu'elle ne soit pas pensée en termes purement de l'expression du pouvoir de haut en bas, mais comme l'adhésion à des règles d'éthique professionnelle, règles de respect des autres, engagement vis-à-vis du public, engagement dans une équipe. Et à ce titre, elle peut être un outil effectif du management moderne des ressources humaines. Alors mes conseils sont très précis. Pour l'agent, ne pas être en déni. Et pour l'administration, agir avec célérité. Et si je le dis, c'est parce que de mon expérience de la commission de recours, il y a beaucoup de progrès à faire de la part de chacun sur les deux sujets. La prise de conscience par une personne qui a commis une faute, de la faute qu'elle a commise et de sa volonté, sinon de la réparer, du moins de se racheter, est très important. Donc c'est dans son propre intérêt, dans le propre intérêt de la personne, qu'il faut prendre en compte cet élément. La bonne approche, c'est de dire, oui, j'ai eu un comportement qui, pour certains, même si je le conteste, est analysé comme une erreur, et je le reconnais, et j'ai des excuses, mais je suis prêt à, je dirais, comprendre quelle doit être la rectitude du comportement. Une mesure disciplinaire prise trop longtemps après les faits n'est pas bonne. Et il y a, sur ce plan, il faut le dire, une tendance à la dérive, notamment pour les sanctions graves, pour les faits graves qui font l'objet de procédures pénales. Parce que l'administration a de plus en plus tendance à attendre que les procédures pénales aient été faites pour prendre la sanction disciplinaire. Je crois que si cela peut se comprendre dans certains cas exceptionnels, il faut absolument l'éviter et que ça ne devienne pas une règle de droit commun. Nous avons des exemples de sanctions qui sont prises plusieurs années après les faits et ça n'est pas opportun, ce n'est pas une bonne chose. L'autorité disciplinaire a très conscience que sa décision soit motivée. Si je peux exprimer une chose sur la bonne et la moins bonne motivation. La bonne motivation, c'est celle qui est précise et centrée sur l'essentiel. Quand il y a un nombre trop important d'éléments enfouis, on a du mal à comprendre quel a été le motif essentiel, le motif principal. Donc, simplicité, précision, concision. Le droit de la fonction publique, effectivement, il est là pour être appliqué au niveau du Conseil de discipline, mais c'est vrai qu'on prend aussi en considération toute la dimension un peu plus globale des faits qui ont été commis, plus humaine même, je dirais, en prenant en compte, par exemple, les antécédents ou pas, le comportement par la suite de l'intéressé. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on est bien là pour sanctionner des manquements à des obligations dans le cadre du statut de la fonction publique, mais au sein du Conseil de discipline, du fait de sa composition, membres des collectivités locales, représentants du personnel, un avocat, c'est aussi un lieu de discussion qui doit se faire avec une relative bienveillance, je crois, et pour permettre à l'intéressé de pouvoir s'exprimer pleinement et que les membres du Conseil de discipline puissent vraiment appréhender les faits qui ont été commis de manière assez générale.
Alors effectivement, il y a une évolution jurisprudentielle notable en 2013 par un revirement du Conseil d'État par un arrêt d'Assemblée, un arrêt d'Ahan. Le contrôle du juge administratif est plus large et là encore va aller dans le sens d'une prise en considération d'éléments un peu extérieurs à la faute, d'un contexte général du comportement de l'intéressé. On ne sanctionne pas uniquement une erreur manifeste d'appréciation dans la sanction proposée, c'est-à-dire une erreur flagrante, mais c'est un contrôle de l'erreur d'appréciation, donc un contrôle plus large. Et finalement, on peut se rendre compte que souvent, dans la jurisprudence maintenant du juge administratif, il arrive assez fréquemment que du fait de ce contrôle plus large, les sanctions qui sont proposées soient plutôt minorées par le juge administratif. C'est peut-être une tendance qu'on peut prendre en considération, même si parfois le juge administratif peut également considérer que la sanction n'était pas suffisamment forte. Mais disons que ce nouveau type de contrôle, qu'on appelle un contrôle normal dans le jargon juridique, amène à prendre en considération, comme je l'ai dit, des considérations plus générales sur le comportement de l'individu et pas uniquement les faits qui lui sont reprochés. En amont, profiter de tous les droits de la défense qui sont instaurés, c'est-à-dire notamment la consultation de son dossier, qu'il puisse prendre connaissance de manière assez précise des pièces qui sont à l'origine de la poursuite dont il fait l'objet. Et puis, quand il est au niveau du conseil de discipline, essayer d'avoir une attitude qui amène à faire penser qu'il est dans un espèce de cheminement personnel qui l'amènera à changer son attitude et à ne pas renouveler les fautes qui ont été commises. Du fait de cette matérialité des faits qui doit être établie, sinon elle profite à la personne déférée, de prouver par des pièces les fautes qui sont reprochées.